le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettez-vous d'accord, mettons-nous d'accord aujourd'hui autour de Mehdi Raich, analyste politique. Bonjour. Bonjour. Marie-Ève Malouine, bonjour, journaliste politique. Jonas Haddad, avocat. Et Michael Darmon, journaliste politique chez i24 News. Vous avez publié Le Pape et la Matriarche, histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican, aux éditions Passé Composé. Évidemment, l'essentiel de cette émission sera consacré à la mort de Jean-Marie Le Pen, avec ce qui s'est passé hier à République, et puis politiquement aussi l'influence, l'importance qu'il a pu avoir dans la vie politique française. Mais on commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Mehdi, on va commencer avec ce qui est le plus loin, j'ai envie de dire, de nous. Oui, sur l'international des réactionnaires selon Emmanuel Macron. Ouais. Alors je trouve l'appellation un peu dure. Alors rappelez que ça s'est passé pendant son discours aux ambassadeurs, non? Ouais, c'est ça? Et c'est quand même un peu mal connaître le personnage d'Elon Musk. Alors je suis pas du tout un fan d'Elon Musk, loin de là d'ailleurs. Mais c'est surtout quelqu'un qui veut lutter contre la bureaucratie. Enfin, il est vraiment dans la ligne libertaire, un petit peu minarchiste. Et donc définir qu'il y aurait une espèce d'international, c'est-à-dire une espèce d'organisation des réactionnaires qui veulent prendre le pouvoir, je trouve ça un peu fort de café. Donc je suis curieux de voir la réaction d'Elon Musk, parce que je pense que c'est le genre de choses qu'il ne laissera pas passer. Donc en ce moment, il a ses affaires avec ses ingérences en Allemagne, mais en Angleterre. Mais connaissant le personnage, je pense qu'il y aura quelque chose qui va se passer, une réponse assez dure sur Emmanuel Macron. Vous pensez? Jonas, vous l'avez entendu, j'imagine? Moi, ça m'a pas tant choqué que ça. Parce que je pense que, pardon de vous contredire, mais je pense que justement Elon Musk assume cette internationale des réactionnaires et qu'il soutient par exemple l'AfD en Allemagne, qu'il tweet sur ce qui s'est passé avec les jeunes filles en Angleterre, les grooming gangs des Pakistanais. Donc si vous voulez, je pense qu'il assume ce rôle d'international des réactionnaires. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que Emmanuel Macron s'insurge en permanence de cette internationale des réactionnaires quand il ne s'insurge pas, par exemple, de l'existence encore et depuis des années d'une internationale socialiste qui a été dirigée par même par Ségolène Royal. Il est un peu... Et d'une internationale internationale de ce qu'il appelle les progressistes, où depuis des années, il y a des ingérences d'autres milliardaires dans nos pays. George Soros, notamment. Peu importe les noms, d'ailleurs, en fait, qui eux-mêmes ont envie de faire pousser un agenda politique. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est ce deux poids, deux mesures. Donc moi, je pense que oui, il y a effectivement une internationale des réactionnaires. Les gens promeuvent, et surtout puisque aujourd'hui par X, Elon Musk lui-même met les statistiques à chaque fois de X dans chacun des pays. Donc c'est bien une internationale de sa vision à lui. Et il a une vision, il s'est engagé en politique. Mais la différence, c'est qu'en fait, en France, on est dans une sorte d'hypocrisie. Alors qu'aux États-Unis, ils assument. Je suis réactionnaire, je suis conservateur et je l'assume et je vais jusqu'au bout. Alors, il a répondu, Elon Musk, il a tweeté, il a publié sur X, comme cette fois où Starmer a traité Donald Trump de raciste et a dit que le gouvernement britannique devait tout faire pour l'arrêter. Ou lorsque Starmer a envoyé des membres du Parti travailliste britannique faire campagne aux États-Unis contre le président Trump cette année. C'est sa réponse. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que c'est sans intérêt. Ouais. Et que franchement, je trouve qu'il y a eu un gros travail de cogitation de la part des équipes autour d'Emmanuel Macron, voire peut-être d'Emmanuel Macron lui-même, pour trouver la formule qui passe le mur du son du 20h, des émissions, des commentateurs. Il y a eu l'Afrique aussi. Mais qui, au fond, je dirais, installe maintenant Emmanuel Macron comme étant un commentateur de la vie internationale, sachant que la France n'a plus d'influence, sachant que l'Europe est considéré comme un timbre-poste par énormément de continents et en premier lieu le continent américain, nord et sud. Sans aucune influence, sans aucune capacité on l'a vu ces dernières années, d'influer sur des processus et notamment sur l'émergence de ce qu'on appelle maintenant un agenda anti-occidental assumé, de la part de pays qui poussent des conflits emblématiques, que ça soit au Proche-Orient ou en Ukraine. De ce point de vue-là, je trouve que ça raconte énormément ce qui s'est passé durant ces dernières années et à quel point cette présidence Macron sera celle du déclassement. Marie-Ève Malouine. Oui, moi j'ai été surprise de la part du président qui, à Notre-Dame, avait invité Elon Musk. Il y a cette fameuse photo où on le voit passer devant tous les représentants politiques français qui sont
impressionné par la puissance qu'il représente, et de la part d'un président de la République qui s'adresse aux ambassadeurs. Oui, c'est pas du tout le discours d'un président de la République, c'est pas de la diplomatie, c'est presque dans la posture conspirationniste et en fait Elon Musk, ce serait un grand complot des conservateurs, c'est ça qu'il y a derrière le mot aussi international. Ouais. Ben oui. Donc c'est sans intérêt ou extrêmement décalé, en tout cas c'est pas ce qu'on attend d'un président de la République, c'est pas la posture du chef de la diplomatie française, c'est pas la posture qu'on pourrait attendre. Et ça traduit en même temps aussi, dans la mesure où c'était très long cette conférence aux ambassadeurs, la difficulté à se positionner face à Elon Musk, parce que Elon Musk, on a pris Starlink quand même en premier lieu à Mayotte, parce qu'il représente une puissance, une rapidité. On a bien dit après qu'on irait vers le phénomène, l'organisation européenne pour les satellites. Et donc, ça traduit un certain malaise et impuissance un peu de la France. Donc c'est un propos, je pense que si c'était à refaire, il vaudrait mieux qu'il s'abstienne de ce genre de commentaires. Hein. Oui, il le referait peut-être. Mais je pense que c'est pas le genre de commentaires qu'on attend d'un président de la République. Mais même on l'a évoqué ici, la façon dont il s'est adressé à l'Afrique, aux pays africains. Je n'ai pas été remercié. On est du niveau OSS 117 là. Hein. Oui. Objectivement, on avait l'impression de voir on avait l'impression de voir Jean Dujardin dire bon, vous êtes bien gentil, mais vous allez me régler un peu tout ça. Mais cette politique OSS 117, elle a été dénoncée également par les Libanais. Quand vous parlez aujourd'hui à la communauté libanaise, elle vous dit qu'on ne comprend pas pourquoi le président de la République est venu et a dit bon allez, là je suis venu 24 heures, là vous me réglez toute cette histoire au Proche-Orient. Non mais attendez, vous êtes gentil. Et en fait, dans la plupart des continents, on a cette posture qui en fait est une posture paradoxale où on dit en permanence on vient pas pour donner des leçons. Mais en fait, ce qui est fait est incroyable. C'est-à-dire les derniers alliés qui nous restaient en Afrique se sont encore positionnés en disant qu'on avait fait une grave erreur. Regardez les communiqués de presse du Sénégal, du Tchad, c'est catastrophique. Hein. Il nous reste une minute, je sais pas, allez-y, peut-être sur votre... qui est-ce qui veut, je sais pas, parce qu'une minute, on n'a pas le temps trop. Michael, allez-y, Michael. Voilà, c'est resté minutes avec moi. Sur Mayotte, si vous voulez. Sur Mayotte, justement dans la lignée de ce qu'on venait dire par rapport à l'Afrique, Mayotte étant un département français, mais allez dire à Mayotte juste après un cyclone. C'est pas moi qui ai déclenché le cyclone, c'est pas de ma faute. Si vous n'étiez pas français, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde, je cite. Ça aussi, c'est quand une analyse, alors je reprends l'expression OSS 117, mais c'est un propos extrêmement surprenant, presque... c'est puéril, ce n'est pas d'un niveau responsable. Mais est-ce que c'est lui qui écrit vous évoquiez ça. Est-ce que c'est écrit Moi, justement, est-ce que c'est toute la conférence de presse, est-ce que tous ces mots sont réfléchis, pesés, ou alors il y a un vrai souci? Est-ce qu'il y a de l'improvisation dans l'entourage? On a entendu les étonnements des entourages quand il y a un propos prononcé qui n'était pas prévu. D'ailleurs, ça a commencé pratiquement dès le début de sa présidence. Il y a des propos qui sont sortis et qui sont spontanés, pulsionnels, qui surprennent les entourages. Bon, il n'est pas le seul non plus à avoir fait ce genre de démarche, mais avec Emmanuel Macron, c'est devenu assez systématique. Donc, c'est agaçant. C'est une forme d'imagination au pouvoir, mais c'est pas exactement avec les résultats de com. Il y a un détachement qui se fait entre un espèce d'un pouvoir qui des fois peut être un peu autonome, avec des sorties ou pas dérapages, on va dire sorties comme il a pu faire devant les ambassadeurs, et finalement citoyen qui se retrouve, je pense, à Mayotte, où on lui dit mais c'est pas moi qui ai déclenché le cyclone, ça pourrait être pire. Il y a vraiment une déconnexion. Une forme c'est même insultant pour les personnes sur place. Voilà, on a écoulé 2 minutes, mais c'était passionnant. Mais on revient. On va parler évidemment de Jean-Marie Le Pen, des manifestations de joie, place de la République, et évidemment de la carrière politique de Jean-Marie Le Pen. À tout de suite. C'est Jean-Marie Bordry, je vous souhaite à tous une très bonne année 2025 et surtout continuez à parler vrai en 2025 comme en 2024 avec Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et tout de suite, les débats avec vous, avec Mehdi Raïch, analyste politique, Marie-Ève Malouine, journaliste politique. Vous avez longtemps dirigé la chaîne LCP et vous avez suivi Jean-Marie Le Pen également pendant de nombreuses années. Jonas Haddad, vous êtes avocat, et Michael Darmon, vous avez vous aussi également suivi Jean-Marie Le Pen pendant
pendant plus de 7 ans, c'est ça? Oui, pour France Télévisions, France 2 à l'époque. Ouais, journaliste politique aujourd'hui chez i24 News, et je rappelle votre dernier livre, Le Pape et la Matriarche, histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican. Évidemment, on va beaucoup parler de Jean-Marie Le Pen, mais il y a aussi d'autres sujets dans l'actualité. Et c'est vrai qu'il y a cette actualité, le décès de Jean-Marie Le Pen qui a percuté cette journée de commémoration des attentats de Charlie Hebdo. Mais avant, je voulais qu'on vienne avec vous, Mickaël, c'est votre coup de gueule sur... on rappelle que Boualem Sansal est toujours emprisonné, incarcéré en Algérie. Oui, effectivement, et ici d'ailleurs vous êtes un des médias qui le rappelait très très régulièrement, donc c'est aussi l'occasion effectivement tout simplement de s'insurger, la manière dont l'Algérie méprise totalement toutes les interpellations, tous les appels, même ceux effectivement récemment du président de la République, Emmanuel Macron, qui a effectivement, après avoir depuis son élection beaucoup dragué l'Algérie pour obtenir une sorte d'amitié mémorielle ou de pardon mémoriel, évidemment en vain. Voilà qu'aujourd'hui parle de déshonneur de l'Algérie vis-à-vis de l'emprisonnement donc de Boualem Sansal. La réaction algérienne est effectivement, je dirais, tout simplement celle d'une dictature qui méprise totalement donc les démocraties, et en particulier la France. Et ça montre à quel point c'était quand même vain toutes ces années d'essayer, alors qu'on savait que c'est effectivement une rente mémorielle du côté de l'Algérie, d'essayer d'obtenir cette amitié, ce pardon, cette clémence. Enfin, on ne sait comment l'appeler, cette repentance, parce que voilà, le résultat, c'est que bien il y a un intellectuel franco-algérien qui est tout simplement en prison et assumé par l'État algérien. Mais la question qui se pose, c'est que fait la France? À part des phrases, peut-être qu'il y a un travail diplomatique. C'est long. On peut l'imaginer, qui a forcément sa part de secret, mais on a le sentiment que ça va être bien difficile pour faire changer d'avis. Moi, je pense que, on avait eu ce débat avant les vacances. Je pense qu'il faut arrêter avec la finesse diplomatique. On est revenu dans un temps des tempêtes, dans lequel ceux qui arrivent à imposer et à libérer des otages ou alors à libérer des prisonniers politiques sont des gens qui affirment très clairement leurs convictions. Quand vous entendez ce que dit un Donald Trump sur la libération des otages du Hamas, il dit c'est très simple, s'ils ne sont pas libérés avant que je rentre en poste, ça va être l'enfer. Je me souviens de Nicolas Sarkozy qui avait parlé d'Ingrid Betancourt et qui avait parlé d'autres prisonniers en Libye en disant: moi, c'est très simple. Si vous ne libérez pas ces personnes-là qui sont nos compatriotes, parce que Boualem Sansal est français, c'est très simple. Nos pays sont belligérants. Donc, je veux dire, à force d'être toujours dans les États-Unis, c'est. On va peut-être pas rentrer en guerre contre l'Algérie. On va pas rentrer en guerre contre l'Algérie. Alors, la question n'est pas de rentrer en guerre, mais la question, c'est d'arrêter de se faire cracher dessus. Et je pense que ce que disait Mickaël tout à l'heure, normalement, n'importe quel pays constitué, lorsque on quitte le sol. Lorsque le président Macron a quitté le sol algérien, qu'est-ce qui s'est passé lors de son dernier déplacement? L'Algérie a rétabli le couplet anti-français dans son hymne national. Ça, pour moi, c'est une cause de rupture des relations diplomatiques. C'est une cause de rupture des relations diplomatiques quand la réelle politique fait que... Non, mais la réelle politique avec l'Algérie, est-ce qu'on peut nous expliquer quels sont aujourd'hui les intérêts que nous avons liés avec l'Algérie? Il y a des intérêts notamment sur tout ce qui est renseignement. Mais plus du tout. Justement, parce que... renseignement, il y en a parce beaucoup. Que comme nous avons choisi de rétablir nos relations avec le Maroc, les renseignements avec l'Algérie sont de moins en moins fréquents. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter avec la finesse en matière de diplomatie. On est revenu dans le temps des tempêtes. Marie-Ève Malouine. Non, moi je crois que la diplomatie, c'est s'entendre et discuter et maintenir un lien et un dialogue avec des représentants d'un pays dont on ne partage pas la ligne politique, la ligne démocratique, tout ce qu'on veut. Si on avait de meilleures relations avec l'Algérie, on pourrait discuter du sort de Boualem Sansal. Mais c'est pas vous qui choisissez votre ennemi. Ils veulent être en il y a une longue histoire entre la France et l'Algérie. L'Algérie tient un double discours. D'un côté, elle est dans le conflit diplomatique avec la France, puisque c'est pas un conflit armé. De l'autre, elle a intérêt à tout ce que ses ressortissants viennent en France. C'est une soupape
par rapport aux difficultés économiques en Algérie, où il y a une population jeune et qui ne trouve pas d'emploi. Donc, si on commence, et c'était l'erreur, commencer à rentrer dans un affrontement avec l'Algérie, plus on monte, plus ça se bloque et on n'obtient rien du tout. Et à la fin, on a Boualem Sansal en prison et on ne peut rien faire, sauf à dire qu'on n'est pas d'accord et que c'est scandaleux. Excusez-moi, je pense que c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. C'est que pendant sans faire de mauvais jeu de mots, pendant des années, on a fait des salam alek avec l'Algérie. Et la seule réponse qu'on a eue, c'est des insultes et l'arrestation de Boualem Sansal. Non, parce que pendant des années, on a essayé de discuter avec l'Algérie en disant oui, on comprend, on a la culpabilité, etc. On pourrait avoir un autre discours de dire maintenant ça c'est le passé, mais ça reste un discours. On peut pas. Ce que je veux dire, c'est que si on rentre dans un côté conflictuel, on ira de plus en plus haut et il n'y a pas de fin. On a le sentiment que toutes les palettes ont été essayées sans succès. Et je crois que ce qui raconte et ce qui explique la crispation très, très nette de l'Algérie, c'est la décision française d'aller du côté du Maroc, sur le Sahara occidental, et de s'aligner sur justement des positions initiées par Donald Trump, et qui ont redessiné toute une géopolitique et toute une carte diplomatique en mettant le Maroc au centre. Donc ça, l'Algérie ne le supporte pas. Après, il ne faut pas oublier ce qu'est l'Algérie en 2024. Je fais quand même un petit historique, je connais assez bien le pays. En 99, il y a la loi suite à la décennie noire, la loi sur la concorde civile. Donc, il est interdit de parler dans l'espace public de tout ce qui s'est passé durant la décennie noire. En 2006, Bouteflika confirme cela avec une charte et l'article 144 bis. Article 144 bis alinéa 3 du Code algérien dit qu'on ne peut pas critiquer l'islam dans l'espace public. Vous prenez 5 ans d'emprisonnement. C'est un pays qui est sous tension, mais véritablement sous tension à la fois religieuse et en même temps il fantasme sa propre identité par rapport à la France. Donc il y a à la fois un double jeu entre quelle relation il peut avoir avec la France qui peut être très conflictuelle. Moi je ne comprends pas qu'en France on accepte encore des dignitaires algériens de la junte militaire se faire soigner. Ça déjà c'est inacceptable. Si vous voulez faire les biens une pression... mal acquis, on peut aussi peut-être... Oui, mais il y a plein de choses à faire. Je suis aussi en même temps d'accord qu'il faut aussi faire en sorte que il faut maintenir la diplomatie. On ne peut pas être non plus dans le rapport de force constant. Il faut être beaucoup plus malin que ça. Allez, on continue. Je voudrais qu'on parle de Charlie Hebdo. Je le disais, cette journée de commémoration hier a été percutée par la mort de Jean-Marie Le Pen. On l'a vu dans les chaînes d'infos. Tout de suite, les hommages se sont interrompus. Et Jonas, vous aviez un coup de gueule. Et après, Marie-Ève, toujours dans la continuité, vous aussi, ça concerne Charlie Hebdo. Mon coup de gueule, c'est contre l'attitude de la France Insoumise pour ces 10 ans de commémoration de Charlie Hebdo. Les voir verser des larmes de crocodile, les voir aller déposer des gerbes, alors que Il y en a qui ont déposé des gerbes ? Oui, alors que ces derniers temps, il y a un certain nombre de personnes, des élus de la France Insoumise, qui ont très clairement dit leur opposition à cet esprit Charlie. Je trouve ça proprement scandaleux. Et hier, j'étais en débat face à une députée de la France Insoumise et elle niait ces choses. Et je lui ai rappelé 2 faits. Le premier fait, c'est Daniel Obono, qui a 4 ans environ, a dit moi, j'ai pleuré lorsque j'ai vu un certain nombre de mes amis devenir Charlie. J'ai pleuré. Vous imaginez la violence des mots. Deuxième personne, c'est monsieur Taha Bouafs, qui a été candidat aux élections législatives, investi par Jean-Luc Mélenchon, qui a posé en photo avec lui et qui a dit encore récemment l'esprit Charlie, c'est de la merde. Pardon d'être vulgaire pour vos auditeurs. Donc quand on les voit verser les larmes de crocodile, moi je trouve ça proprement scandaleux et je trouve qu'aujourd'hui, monsieur Mélenchon, qui avait eu des mots assez forts et assez justes à l'époque de Charlie Hebdo pour soutenir ses dessinateurs caricaturistes, anticléricaux, puisqu'à l'époque il était anticlérical. Aujourd'hui, vous savez, cette veste de cuir assez pouilleuse qu'il porte de temps en temps, il a bien retourné sa veste et malheureusement, c'est encore lui qui donne le là à gauche et donc c'est extrêmement grave ce qui se passe. Je parlerai tout à l'heure, pour moi, et je le dis à dessein, finalement de la filiation assez curieuse qu'il y a entre Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. C'était le dessin de Plantu hier, qui était ce matin d'ailleurs chez Jean-Jacques Bourdin, qui a été extrêmement critiqué. Et effectivement, que Jean-Luc Mélenchon publie hier cette photo aux côtés de Charb et Camus, moi ça m'a donné la nausée quand on voit la trahison qu'il a pu avoir. D'autant plus l'articulation et la mansuétude à l'égard des mouvements islamistes. Bien sûr. Qui ont été quand même ceux qui ont agi durant cette année 2015. Marie-Ève Malouine, ça va dans le même sens, votre coup de gueule ? Exactement, c'est exactement dans la continuité, puisque d'un côté, on a ceux qui pleurent des larmes de crocodile, il y a ceux qui pleuraient au moment des attentats en disant « je pleure parce que je vois des gens dire je suis Charlie », et maintenant on a l'étape suivante qui est
prétendre, théoriser cette position par rapport à Charlie, avec l'écrivain Aurélien Bélanger qui nous a expliqué que Charlie, ce n'était pas toute la liberté d'expression. On a fait une relecture héroïque de ce qu'a été Charlie, parce que il donne 2 périodes, et à la fin, Charlie était devenu, d'après lui, la pointe avancée du combat de la supériorité de l'Occident, parce que capable d'une ironie que les barbares et les primitifs n'ont pas. Donc c'est prétendre, intellectualiser, théoriser le fait que les journalistes et les dessinateurs de Charlie, leur humour était une idéologie de colonialisation, en gros, pour rejoindre tous ces thèmes très appréciés à l'extrême gauche, et donc prétendre théoriser ça. Or, le rire, c'est un besoin chez l'homme, c'est pas une idéologie, rire. C'est une liberté d'expression, et adhérer à la liberté d'expression, c'est pas adhérer à toutes les expressions. On peut ne pas être d'accord avec les dessins de Charlie, on peut trouver qu'ils ne sont pas drôles et défendre le fait qu'il puisse le dire, et défendre le fait aussi que monsieur Aurélien Bélanger puisse tenir ce genre de propos. Donc ces faux intellectuels, c'est l'étape suivante par rapport à ce que vous disiez. C'est théoriser, et c'est vraiment... mieux vaut en rire qu'en pleurer, je pense, mais c'est vraiment... que ça marque quand même dans l'opinion, chez les jeunes notamment, qui disent mais oui, c'est vrai, ils sont allés un peu loin. Et dans l'émission où il est intervenu, il y a juste Laure Adler qui lui a dit timidement, c'était pas une raison pour qu'il se fasse tuer, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, non. Ils ne seraient pas morts, ils auraient été simplement agressés. Mais Marie a raison, on essentialise complètement, on essentialise aujourd'hui, et en particulier de la part effectivement de ces sphères pseudo-intellectuelles, wokistes, qui en fait posent une forme de nouvelle dictature de la pensée, tout simplement. Eh bien, on essentialise effectivement la capacité de pouvoir être dans le second degré, dans l'humour, dans la caricature, dans le blasphème, dans tout ce qui représente au fond cette liberté universaliste qui était la première des cibles de ces islamistes qui ont ciblé la France, qui ont ciblé des Français, qui ont ciblé des journalistes, qui ont ciblé des personnes de religion juive, qui ont ciblé tout simplement des Occidentaux en novembre 2015 attablés aux terrasses parce que tout simplement ce mode de vie ne leur convient pas. Donc c'est cela qu'il faut aujourd'hui, dont il faut se souvenir en permanence. Oui. Moi, vous savez, je pense que... Je me souviens de la une du Parisien le lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo qui disait « La guerre est déclarée ». Et en fait, face à la guerre, vous avez 2 attitudes. Soit il y a des gens qui sont prêts à faire la guerre, mais qui disent voilà, on nous a déclaré la guerre, il y a des ennemis de notre valeur, de nos valeurs, de notre civilisation. Soit il y a des gens qui sont trop lâches pour la faire. Et comme ils sont trop lâches pour la faire, eh bien ils mettent peut-être 10 ans, mais ils théorisent leur lâcheté. Et Aurélien Bélanger, c'est exactement ça. Comme je suis lâche, je vais en faire un concept intellectuel qui va pouvoir être resservi pour d'autres gens qui sont tout aussi lâches que moi. Et d'ailleurs, on verra bien que les mêmes personnes de cet Est parisien qui infusent dans la sphère intellectuelle, bien hier, ils sont allés manifester pour Jean-Marie Le Pen, mais je ne suis pas certain que l'intégralité de ceux qui sont allés manifester pour la mort de Jean-Marie Le Pen hier seraient tous allés manifester la même journée pour Charlie Hebdo. Parce que déjà aujourd'hui, ils ont baissé les armes vis-à-vis de ceux qui sont en train de nous faire la guerre. Alors bien évidemment, ils peuvent dire « Non, mais c'est pas grave, vous n'aurez pas ma haine ». En revanche, ils savent retrouver du réservoir de haine pour quelqu'un qui est mort, alors dont je ne partageais aucun des combats, mais évidemment, ils savent trouver de la haine à ce moment-là. Oui, mais c'est de la liberté d'expression à géométrie variable. En fait, on devient un oui, mais tout ce qu'il y a avant le mais, en fait, c'est du bullshit. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'il y a. En fait, on théorise le vide intellectuel. Les mots n'ont plus aucun sens. Et est-ce qu'on se rend compte que des gens, juste parce qu'ils ont fait un dessin, se sont fait tuer? Au fond, c'est cette histoire-là. Et arriver à dire que ah oui, mais au fond, c'est un peu de leur faute quand même. Ils n'auraient pas dû faire ces dessins-là. C'est aussi, vous parlez d'essentialisation, mais c'est-à-dire qu'on refait revenir le sacré dans la sphère publique. Il y a des idées sur lesquelles les idées n'ont aucun droit. Il n'y a que les individus qui en ont. On peut critiquer absolument toutes les idées, toutes les idéologies. C'est pas pour autant qu'on critiquera l'individu. Donc, je trouve ça minable, en fait, ce qu'il a dit. Et ce oui, mais, même s'il ne le dit pas de cette manière-là, est franchement abject. Mais vous allez voir qu'il sera invité sur France Inter. Oui, parce que c'est ça, il est symptomatique aujourd'hui. C'était dans l'émission C'est ce soir qui est coutumier qui est aujourd'hui une émission qui est très intéressante à regarder uniquement de la part de ses programmations. C'est-à-dire on voit au fond comment l'époque est marquée. C'est un marqueur aujourd'hui, c'est un marqueur idéologique qui montre effectivement qui sont les personnes qui sont mises en avant.
et dont il faut pas simplement rire, il faut également s'en inquiéter et même combattre. Sophia Aram qui tweet qui sont ses héritiers en parlant de Jean-Marie Le Pen, et elle poste cette photo. Jean-Marie Le Pen, moi je suis désolée, je ne suis pas Charlie. Qui n'est pas Charlie aujourd'hui? Allez, on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, on est ensemble jusqu'à midi avec Mehdi Raïch, Marie-Ève Malouine, Jonas Haddad et Michaël Darmon. La mort de Jean-Marie Le Pen hier à 96 ans. Je rappelle donc Michaël et Marie-Ève, vous l'avez suivi, vous étiez journaliste à France Inter, Marie-Ève Malouine à l'époque. Qu'est-ce que vous en gardez, vous, comme souvenir ? Il y a deux époques. Moi, j'ai un souvenir marquant. La première fois que je l'ai vu, c'était à Marseille, lors d'un meeting au Parc Chanot. Et j'avais été impressionnée par son arrivée dans la salle, qui était bondée. Donc, c'était à la fin des années 80. Et il arrive, et la salle est en délire. Et là, il a un regard de puissance et de domination et de maîtrise. On sent qu'il peut faire ce qu'il veut de la salle. Et après, il a été parachuté à Marseille, aux législatives en 88. Et on sentait qu'il faisait ce qu'il voulait d'une salle. Et notamment, il y avait le petit quart d'heure contre la presse. Et quand on est journaliste, qu'on est tout en bas de la salle, et qu'on a toute la salle où on sent que Le Pen, il fait ce qu'il veut, et il leur dit de nous sortir, ils nous sortent. Et c'est arrivé à Marseille, sur des meetings locaux, par exemple. Il y a une fois où la presse a dû sortir, et ils avaient fermé en bas, et ils ont dû retraverser toute la salle, avec des canettes de bière, pas en verre, qui étaient projetées par les gens. Donc, il faisait ce qu'il voulait. Et cette puissance-là de Le Pen, à ce moment-là, sur un électorat qui était dans l'amertume, qui était dans le ressentiment, c'était quelqu'un d'offensif, d'agressif. C'était à l'époque où il pouvait dire que oui, il y avait une différence entre les races, xénophobie, etc. C'était extrêmement marqué. Puis après, il y a eu la campagne de 2002, où on a vu apparaître un Le Pen différent, avec la presse qui était toujours cette image de Le Pen, il faut faire attention, on l'invite patron, on est agressif dans les questions vis-à-vis de lui. Et puis en fait, quand il est arrivé en fin de campagne, puisqu'il y avait le respect des temps de parole, et donc il allait partout parce qu'il fallait faire du chronomètre sur Le Pen. Et là, c'est l'époque où il y avait eu cette affiche où il est avec un pull breton, la tête penchée, sur son poing, le grand-père. Et c'est Marine Le Pen qui avait changé cette image. Et du coup, il est apparu, c'était les journalistes qui étaient agressifs, et lui n'était pas du tout, il se présentait comme un bon grand-père. Et c'est le score qu'il a fait en 2002. Et après, il a été tellement saisi finalement d'être au second tour, en fait, ça a marqué son apogée et le début du déclin. Du déclin et du changement du Front National jusqu'au Rassemblement National de Marine. Vous avez eu, vous, des échanges, j'imagine, en interview, mais en off ou d'humain à humain, j'ai envie de dire, pas à de journaliste. Le off, il était le même personnage de toute façon, on et off, donc il racontait la même chose. Mais oui, quand on suivait sa campagne aux législatives à Marseille, où je rappelle, il avait été battu, c'était à l'époque où il y avait aussi Tapi à Le Pen, Tapi face à lui, il disait les mêmes choses. Il pouvait être aussi extrêmement se gonfler et se relever de toute sa stature physique face à un journaliste qui avait une question qui ne lui plaisait pas. Et il savait aussi très bien être enjôleur avec un journaliste qui le suivait depuis longtemps pour le discréditer auprès de ses confrères. Il arrivait par exemple à la radio où d'autres journalistes ne le suivaient pas et pour qui c'était Le Pen. Et puis il arrive, comment allez-vous ? Il vous serrait la main et c'était fait exprès pour vous fragiliser avant un entretien. Et vous, Michaël Darmon, quel souvenir vous en regardez ? Écoutez, moi j'ai suivi effectivement quelques années, à peu près dans les mêmes périodes, mais un petit peu aussi après. Début 90. J'arrive sur ce parti après avoir passé 10 ans au Proche-Orient. Et c'est une manière aussi de redécouvrir la France et la culture politique française. Ce qui m'apparaît immédiatement, c'est que Jean-Marie Le Pen ne veut pas le pouvoir. Et une partie de. Alors, il y a un débat là-dessus aujourd'hui. Bien sûr, mais de la part ce qui m'a été ensuite confirmé, et je l'ai vu aussi à la fois de la part de proches, à la fois même de sa propre fille, qui est au matin du congrès de Tours, quand elle prend la présidence du parti, elle me dit maintenant on va passer du témoignage au pouvoir. Donc c'était effectivement quelque chose d'assez acquis. Qui, de ce point de vue-là, il voulait rester, il devait et rester dans le périmètre qui avait été tracé
au fond, de manière tacite, avec lui et avec François Mitterrand. Même plus que Parce que en fait, il existe parce que François Mitterrand décide de le faire exister dans son projet de division de la droite et d'empoisonnement de la droite française jusqu'à encore aujourd'hui. C'est quand même François Mitterrand qui, à l'époque, ça se passait quand même comme ça, passe une consigne à la télévision publique en février 84, et c'est ainsi qu'il passe à l'émission L'heure de vérité. Et c'est l'explosion politique et médiatique de Jean-Marie Le Pen à l'initiative de François Mitterrand, président socialiste. Et de ce point de vue-là, quand je vois toute cette mécanique-là, j'ai un regard un peu décalé aussi. D'emblée, je me dis, je vois qu'il y a une forme de, quelque part, de jeu à aimer se faire peur avec le fascisme qui va arriver en France, alors que jamais Jean-Marie Le Pen n'est en position de prendre le pouvoir en France. Ouais. Jonas. Beaucoup moins que sa fille, qui ensuite, c'est autre chose, totalement autre chose. Mais en réalité, les provocations avaient été évidemment des délits horribles, représentaient la tradition antisémite française du 19e siècle, tout ça. On est d'accord, mais elles avaient aussi une fonction politique qui était de le maintenir dans un isolement et une enclave politique de laquelle il ne devait jamais sortir. Et c'est pourquoi le 21 avril 2002 est une très mauvaise soirée pour lui. J'ai été à ce moment-là à Saint-Cloud, à Montretout, au siège donc du Front National, et on comprend immédiatement qu'il passe une mauvaise soirée et qu'il pose d'emblée les conditions de sa défaite. Oui, c'est intéressant. Jonas, je vais juste creuser le sillon parce que je voulais en parler de la relation Mitterrand-Le Pen. Le Pen avant Mitterrand, c'est un ramassis, j'ose le terme, de groupes néo-nazis, occidentalistes, collaborationnistes, qui se coalisent autour de quelqu'un qui est un poujadiste et un bon orateur, qui est un histrion, mais il ne sortira jamais de cette posture. Quand il sort de la présidence du Rassemblement national pour la laisser à Marine Le Pen, il refait beaucoup de vidéos avec Rivarol, avec Dieudonné, avec Soral, etc. Deuxièmement, Mitterrand aussi a bougé les curseurs institutionnels pour favoriser le Rassemblement, ce qui était le Front National. Je rappelle que François Mitterrand a restauré la proportionnelle, et en mettant la proportionnelle, c'est Mitterrand qui fait rentrer le Front National à l'Assemblée nationale. Donc ceux qui se disent antifascistes sont ceux qui restaurent le fascisme. Bon, ça c'est toujours le côté incongru. Et enfin, dernier point, Jean-Marie Le Pen, c'était la meilleure façon pour la gauche de ne pas aborder les questions fondamentales que se posait ce qu'on appelle le peuple ouvrier français. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Lionel Jospin qui dit, lorsqu'il y a eu le 21 avril 2002, on a eu une sorte de théâtre antifasciste alors que nous savions qu'il ne serait pas au pouvoir. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas hier, ceux qui ont manifesté place de la République à la suite du décès de Jean-Marie Le Pen, je pense que dans le fond du fond, bien sûr qu'ils étaient contents. Mais ce qui devrait les inquiéter, c'est que Jean-Marie Le Pen, parce qu'il a parlé de certains sujets, leur a piqué leur électorat. Aujourd'hui, les ouvriers et les petits employés ne votent majoritairement plus pour la gauche. Ils votent majoritairement plus pour le Rassemblement national et pour le Front National. Et la communauté juive aussi. On pourra, et qui est un mouvement qui n'est pas nouveau. Non. J'avais eu l'occasion de le faire, de couvrir cela au moment de la manifestation de Jean-Marie Le Pen à Carpentras. En 1995, et il y avait eu déjà un engouement de la part de la communauté juive, notamment à Toulon, lorsque Jean-Marie Le Chevalier avait pris la mairie, où on avait compris déjà qu'il y avait déjà des divisions, des tensions à l'intérieur de la communauté juive. On continue, puis vous évoquerez Mehdi Raïch, ce que représente Jean-Marie Le Pen pour vous. Tout de suite. C'est Patrick Roger, je vous souhaite une belle année, que le meilleur soit avec vous pour vous accompagner en 2025. Bonne année avec Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, je ne sais pas s'il y a à se mettre d'accord ou pas ce matin, on évoque la mort de Jean-Marie Le Pen, le diable de la République, visionnaire pour les uns, raciste pour les autres, un personnage en tout cas qui, on peut le dire, ne laisse pas indifférent. Alors vous, Mehdi Raïch, vous avez quoi, 30 ans ? 32. 32 Je vais dire 32, oui. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Pour moi, c'est essentiellement 2002. Ouais. Et en fait, c'est deux choses. C'est 2002, donc là j'ai 9 ans, c'est ce que j'expliquais hors antenne. Donc c'est un séisme. En fait, moi j'ai juste des souvenirs de l'image qui apparaît à la télé. On voit Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Donc pour moi, c'est essentiellement ça. Donc j'ai un souvenir assez... En fait, c'est plus le souvenir de ce que disaient mes parents ou de ce que disait l'entourage.
C'est plus ça, en fait, mon souvenir. C'est pas un souvenir d'une conscience politique bien construite. Et qu'en fait, pour moi, Jean-Marie Le Pen, c'est plus un témoin du passé ou presque d'un fantasme de la France, j'ai envie de dire, plus que d'une... Pour moi, c'est pas une personnalité politique. Je suis pas né dans les années 80. Pour moi, les débats tapis contre Jean-Marie Le Pen, c'est pas pour moi ça. Je ne connais pas. Je l'ai lu parce que j'ai fait des études d'histoire. Ensuite, j'ai fait Sciences Po, mais c'est pas quelque chose qui est présent pour moi. Et je voulais revenir aussi sur ce qui s'est passé hier place de la République. Oui, c'est ça fait partie des sujets qu'on doit évoquer, peut-être écouter des sons de ce qui s'est passé. Un rassemblement hier soir, place de la République, je ne sais pas combien il y a de personnes, quelques milliers de personnes qui ont célébré la mort de Jean-Marie Le Pen. Voilà, il est mort, il est mort. Il y a eu d'autres slogans. Marine, t'es la prochaine. Marine, t'es la prochaine. Alors, franchement, il y a plein de choses à dire. On pourra en discuter. Tout le monde peut avoir c'est presque ce qui a effacé les hommages à Jean-Marie Le Pen ce matin. Mais au fond, c'est profondément stupide. Le fait de dire il est mort, en fait, on a tué l'homme, mais pas l'idée. Donc déjà, je ne comprends même pas l'intérêt d'aller sur la place de la République pour se réjouir de la mort d'une personne, même si vous le détestez, j'en conviens parfaitement. Ça, on revient un peu sur ce qu'a dit Mathilde Panot ce matin, c'est l'esprit Charlie, enfin je trouve ça un peu stupide. Et les idées, vous les avez pas tuées. Et c'est même pire, c'est que ça montre la totale défaite idéologique de la gauche sur ces sujets depuis 40 ans. Vous le disiez que l'électorat maintenant, qui était censé être ouvrier, maintenant vote à l'extrême droite. Donc c'est une partie des oubliés. C'est même consacrer l'ennemi. Ça montre au fond que moi, je suis pas du tout RN compatible, je suis pas du tout extrême gauche, mais moi, quand je vois ça, je me dis, mais en fait, c'est du carburant. Les personnes qui voient ces images-là, c'est du carburant RN. Ils ont rien compris. Ça fait longtemps d'ailleurs. Ce sont les meilleurs impresarios de la montée du RN. Marie-Ève Malouine, mais quand on voit les images, moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir que ce sont des gens d'un certain âge. Il y a des jeunes, mais il y a de tout. En fait, il y a des gens, il y a un petit peu de tout. Malouine, c'est très choquant ces images. D'abord, c'est choquant parce que le jour où quelqu'un meurt en France, quelqu'un qui a été quelqu'un d'important dans la vie politique mais qui n'a jamais accédé au pouvoir, il n'y a pas de quoi se réjouir, aller manifester. Mais ça traduit aussi, c'est plus parlant quand on entend que le sonore, je trouve. Moi, ça m'a fait penser à la Syrie. Parce que ça traduit aussi cette mythologie de la gauche qui croit vivre les mêmes choses, qui disent qu'on est en dictature. Alors en Syrie, oui, on peut se réjouir du départ ou voire de la mort d'un dictateur. Parce que ça a des conséquences sur la vie des gens qui étaient tout autres que ce que ça peut avoir en France. Il n'a jamais été au pouvoir. Alors qu'en France, les gens sont là, ils défilaient avant Charlie sur la liberté de la presse qui était menacée à tous les coins de rue, mais qui maintenant mettent du oui mais quand des gens sont morts. À Charlie Hebdo. Et là, Le Pen est mort, il défile en se réjouissant, il est mort, exactement de la même façon que sous les dictatures, quand le dictateur meurt. Et ça prouve aussi une façon de vivre dans la mythologie et non pas dans la réalité. Dans la réalité. Dans l'imaginaire. Juste peut-être, il y a aussi une sociologie de cet Est parisien que j'ai bien connu par le passé. Et pour vous dire aussi une chose, c'est que dans le fond, les mêmes personnes qui ont dit sur... tant de plateaux, sur tant de médias, sur tant de réseaux sociaux, ou même dans la rue, vous n'aurez pas ma haine après Charlie Hebdo, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient même pas avoir de la haine. On a eu des témoignages pour des gens qui on sait que l'islamisme a tué. Eux, ils ne veulent pas leur donner de haine. Par contre, ils avaient de la haine hier pour Jean-Marie Le Pen, pour quelqu'un qui est mort. Et donc, en fait, si vous voulez, moi aussi, j'ai aucune affinité pour Jean-Marie Le Pen, mais se réjouir sur un cadavre... Et ne pas avoir de haine pour d'autres personnes qui ont tué. Moi, je trouve que comment les deux choses se percutent hier, c'était un peu un symbole de la théorisation de la lâcheté. C'est pas tout à fait les mêmes. Ceux qui ont dit vous n'aurez pas ma haine, c'était un journaliste dont la femme est morte là-bas. Je suis pas sûre qu'on puisse associer ça au fait qu'il y ait des gens qui manifestent. Je pense pas qu'ils soient allés dans ce genre de manifestation. Journaliste. Sociologiquement, moi j'ai vu les mêmes images. Il y a des gens à gauche qui sont toujours Charlie et il y a des gens à gauche qui n'ont pas manifesté pour se réjouir et je pense qu'on peut même en trouver qui condamnent ce genre de manifestation. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est le transfert au fond, puisqu'on voit bien que tous les politologues, tous les sondeurs les plus crédibles de ce pays, étude après étude, nous mettent au jour et en lumière. C'est que aujourd'hui, pour l'opinion française,
la France insoumise est considérée comme plus dangereux pour la démocratie que le RN, que Jean-Luc Mélenchon est considéré comme étant au fond aussi repoussoir que l'a été Jean-Marie Le Pen. Et c'est vrai que le dessin de Plantu, remarquable de ce point de vue-là, essayer de le décrire, qui met côte à côte Jean-Luc Mélenchon dans son dessin et Jean-Marie Le Pen, et Jean-Luc Mélenchon disant, reprenant sa phrase, l'antisémitisme est résiduel en France, et une autre phrase de Jean-Marie Le Pen qui dit similairement la même chose, en disant, au fond, et son titre de son dessin, c'est Jean-Marie Le Pen n'est pas mort. De ce point de vue-là, c'est absolument, je dirais, bien tracé et bien résumé. Et une fois de plus, hier, effectivement, ce supposé peuple de gauche, en criant il est mort, au fond, il criait sa propre mort. Parce que le résultat, c'est que au 9 juin au soir, 93% des communes françaises mettaient le RN en tête. Mais alors, au soir des européennes. Ce peuple de gauche, il y a peut-être des nuances, comme disait Marie-Ève Malouine. Oui, bien sûr, il a des nuances, mais le peuple ouvrier a quitté la gauche. Non, mais je parlais de ceux qui se réjouissaient, qui sont allés célébrer, sabrer le champagne. Je suis d'accord avec ce que dit Marie-Ève Malouine. Ils vivent dans un imaginaire qu'on a bien connu quand on a couvert parce que quand on couvrait le Front National, on couvrait aussi Ralfron. On couvrait toutes les associations anti-Le Pen, qui, elles, vivaient totalement dans l'imaginaire d'une France qui était sous le joug de la dictature, le joug du fascisme. Alors, je pense que tout le monde connaît l'historien Serge Bernstein. C'est un immense historien. Et il a écrit un livre avec Michel Vinocq, La République recommencée. Il parlait du Front populaire. Il a une très belle phrase. Il dit, c'est l'an 1 de la dignité ouvrière. Et je rebondis sur ce que vous disiez, c'est que les ouvriers aujourd'hui, ils sont à droite. C'est-à-dire qu'il y a un vide idéologique. En fait, hier, le grand méchant loup, ce que donne l'impression des images d'hier, c'est que le grand méchant loup est mort. C'est une fin de l'histoire. Je rebondis un peu sur ce que vous disiez sur la Syrie. En fait, on a l'impression que Saddam Hussein est mort. Mais on parle juste de Jean-Marie Le Pen. Et c'est même un peu schizophrénique, c'est que finalement, on accorde un crédit à une personne qu'on déteste. C'est-à-dire que moi, si je n'aime pas quelqu'un, je l'ignore. Enfin, mais au final, on va aller jusqu'à sabrer le champagne, à se filmer. En plus, les drapeaux, il y a des drapeaux toutes les couleurs. C'est quoi, quelle est la logique derrière? Est-ce que vous pensez à la répercussion de ce que vous allez faire? Moi, j'assume de dire qu'aujourd'hui, dans la vie politique française, la personne qui a remplacé le rôle de Jean-Marie Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je suis moins certain. Pour trois raisons. Je suis moins certain. La première, vous décriviez tout à l'heure comment Jean-Marie Le Pen mettait en cause les journalistes. Regardez la façon dont Jean-Luc Mélenchon agresse physiquement les journalistes, se moque de leur accent, les insulte. Deuxièmement, regardez quand Jean-Luc Mélenchon n'a pas eu satisfaction, que ce soit à la présidentielle ou législative, il a dit « nous prendrons le pouvoir, si pas par les urnes, par la rue ». Et sa volonté donc de renverser le régime et les résultats des élections telles qu'elles existent. Si ça, c'est pas du fascisme, il faut m'expliquer ce que c'est. Et enfin, dernier point, vous l'avez dit, la connivence sur les jeux de mots plus que vaseux et plus que douteux sur l'antisémitisme qui est résiduel. Je rappelle qu'il a dit aussi que Yael Braun-Pivet a été allé camper à Tel Aviv. C'est ce qu'on appelle dog whistling, c'est-à-dire en gros envoyer des messages à certains électorats. Daniel Obono qui dit que le Hamas est un mouvement de résistance, et Rima Hassan qui va défiler avec le Hamas. Donc en fait, sur ces trois points, la haine des journalistes, le refus des résultats tels qu'ils sont réellement, et l'antisémitisme, le successeur de Jean-Marie Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je suis nuancé sur ça. C'est que vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Marie Le Pen, il n'était pas obsédé par la prise du pouvoir. Pour moi, l'énorme différence avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il est obsédé par la prise du pouvoir. Et pour moi, c'est une différence fondamentale entre les deux. Je suis d'accord sur la forme. C'est un excellent orateur, il sait très bien manier les mots. Oui, mais les méthodes sont les mêmes, je veux dire, effectivement. Les méthodes sont les mêmes, même s'il sont les mêmes, il a entièrement raison. Parce que Jean-Marie Le Pen... Il y a une certaine forme, mais j'irai pas jusque là. Pour moi, il y a vraiment une différence, c'est que Jean-Marie Le Pen, il est plus là pour casser les lignes, alors que... oui, c'est ça, Jean-Marie Le Pen. Et alors que Jean-Luc Mélenchon, il y a véritablement une volonté de déstabiliser le pouvoir. C'est un lambertiste pour prendre le pouvoir. C'est encore différent. C'est plus grave, donc. Pour moi, oui, c'est plus grave à ce niveau-là. D'accord. Je pense que c'est la même chose. Ce sont les deux extrêmes. Ce sont le populisme. Simplement, il y a... Mehdi Raïch le raconte très bien vu son âge. Jean-Marie Le Pen, il le découvre au moment où il aborde son déclin. Et donc il apparaît plus
comme quelqu'un de moins dangereux, puisque petit à petit quitte le pouvoir. La présidentielle de 2007, c'est un échec. Et Marine Le Pen, elle a lancé depuis 2002 l'opération dédiabolisation. Jean-Luc Mélenchon, il se construit comment? Il existait à l'intérieur du PS, mais difficilement. Et donc, quand il a quitté le PS, c'était pour prendre sa revanche, parce qu'au PS, il avait réussi à se faire entendre comme il le voulait. Il se radicalise de plus en plus, il reprend de plus en plus les méthodes de Jean-Marie Le Pen, parce qu'il devient de plus en plus populiste. Et quand il commence, souvenez-vous, il va aux législatives contre Marine Le Pen. Et tout sa campagne, c'est « je suis le champion de la révolte contre le Front National ». Mais c'est un échec permanent. Total. Parce que d'élection en élection, elle grandit de plus en plus, et lui, il a encore plus le plafond de verre. Et donc, il construit cette mythologie aussi de la gauche qui est héroïque quand elle résiste au fascisme, etc. Mais elle a perdu effectivement son électorat complètement ouvrier. populaire et ouvrier. À Marseille, parce que le maillage dans les quartiers auprès des gens qui se sentent rejetés par la société a été fait par le Front National, aux dépens de la gauche, du Parti communiste, du Parti socialiste, qui petit à petit ont abandonné ce maillage. Et il y avait, à l'époque, il y avait eu un livre très bien d'Anne Tristan qui s'appelait Au Front, qui avait été en immersion au milieu de l'électorat du Front National et qui racontait très bien comment ça créait du lien social et que ces gens qui vivaient seuls, au parti, au Front National, y retrouvaient d'autres gens comme eux. Et petit à petit, les gens ont assumé le fait de voter Front National. On le voyait dans les meetings et les rassemblements, notamment le rassemblement annuel. Vous nous le raconterez après la pub parce qu'on a pris beaucoup de retard, mais vous nous le raconterez. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous parlons de la mort de Jean-Marie Le Pen, à la fois les réactions hier à République qui ont choqué quand même pas mal de gens, et puis on voit aussi un autre discours, celui qui est de dire il avait tout prévu avant tout le monde, il était visionnaire, sur l'immigration, c'est lui qui finalement a mis le pied dans la porte le premier. Je suis pas certain. Ouais. Allez-y, je prends juste après. Michael. Qui est le premier à avoir dit ça il y a des années et qui a posé et qui en a créé une véritable polémique? C'est Laurent Fabius. Quand il a dit le Front National pose les bonnes questions, apporte les mauvaises réponses. Souvenez-vous comment il avait été cloué au pilori par ses camarades à ce moment-là, parce qu'il avait eu le courage intellectuel et la lucidité politique d'admettre que les thématiques qui étaient posées étaient des thématiques qui intéressaient les Français, qui interpellaient beaucoup le corps social, mais que les réponses du camp républicain étaient celles qui devaient être prépondérantes, ce qui n'a pas été le cas depuis des années. Sur Jean-Marie Le Pen, c'est que sur le sujet de l'immigration, quand il en a parlé, Georges Marchais disait sensiblement la même chose avec le Parti communiste. Il disait qu'il y avait effectivement que les migrants arrivant sur le pays tiraient les salaires vers le bas. Et donc il y avait déjà une vraie question entre la gauche et la droite sur ces sujets-là. Et ce qui est le paradoxe avec Jean-Marie Le Pen, c'est que certes, il a fait introduire la question des migrants, de l'étranger, arrivant sur le territoire français, mais il a aussi enfermé le débat. C'est-à-dire qu'il a cloisonné le débat et paradoxalement, il a empêché la totalité du spectre politique français de discuter de ces questions-là. Et en fait, il est devenu, c'est pour ça qu'on parle de trop chargé. Il a beaucoup trop chargé. Voilà, il a beaucoup trop chargé. Et en fait, il est devenu, dès qu'on parlait d'immigration, c'est fini. T'es fasciste, ça renvoyait. T'es fasciste, t'es d'extrême droite. Ça, c'était la construction mitterrandienne de ce exactement. Et là, du coup, il y a un vrai sujet, c'est que on peut se poser des questions sur. Il y a plein de questions sur la question migratoire. C'est un vrai sujet. On peut parler de l'accueil, il y a énormément de questions à se poser. Mais le fait que Jean-Marie Le Pen, là, je suis obsédé dessus. Non, ça veut tout dire. Mais je confonds les deux, puis ça commence par Jean. Donc, pour moi, il a paradoxalement autant emmené ce débat dans l'espace public qu'il l'a totalement enfermé. Il l'a tué d'une certaine manière. Alors que c'est un peu comme l'écologiste devient uniquement une question de gauche, alors que ça devrait être une question transversale. Transpartisane. Le sujet de l'immigration, c'est la même chose. Oui, parce que pour moi, Jean-Marie Le Pen avait un fond d'idéologie xénophobe, c'est-à-dire la peur de l'étranger, le rejet de l'étranger. Et quand il a parlé d'immigration, c'était associé à cette qualité, mais disons cette étiquette qu'il avait à juste titre, à mon avis. Et donc, il a interdit d'en parler. L'assimilation, quand il a dit « les immigrés ne sont pas assimilés », tout le monde a hurlé. Et plus personne ne parle d'assimilation. Or, l'assimilation, qu'est-ce que c'est? C'est accueillir les étrangers et qu'ils intègrent nos règles et nos valeurs. Par exemple, le respect des femmes.
plus personne n'ose poser ce problème, parce que si on le pose, on est taxé de xénophobie et de discours d'extrême droite, le même que celui de Jean-Marie Le Pen. Et donc, on avait Michel Rocard qui avait dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Tollé, et ce propos, il a fallu l'effacer. La gauche ne veut pas en entendre parler, une partie de la droite aussi. Donc Jean-Marie Le Pen a soulevé un problème qui existait, dont certains, sur tout l'échiquier politique, étaient conscients, mais il a interdit d'en parler sous peine d'être ceux qui soutenaient les positions de Jean-Marie Le Pen. Parce qu'il faut reconnaître que quand il prenait ce problème-là, avec provocation, il imprimait sa marque et plus personne n'était audible aussi là-dessus. Et jusqu'à maintenant, quand on dit à tort, et vous avez tout à fait raison, Jean-Marie Le Pen est le premier à avoir soulevé le problème. C'est faux, mais c'est celui qui a mis sa mainmise dessus. Là où je suis moins d'accord avec le côté visionnaire, c'est que aujourd'hui, c'est évident qu'il y a un problème migratoire fondamental. Vous avez 500 000 personnes qui rentrent. Je parle juste des chiffres qui sont officiels et je ne parle pas des clandestins. Quand Jean-Marie Le Pen en parlait, on parlait environ de 100 000 personnes qui rentraient sur notre territoire, donc 5 fois moins. Donc, être visionnaire quand il y a 5 fois moins de personnes, je suis désolé, c'était pas si problématique que ça à l'époque, notamment parce qu'on avait une immigration qui venait davantage par le travail, alors qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus familial. Deuxièmement, là où en quoi il n'était pas visionnaire, c'est que lorsqu'on était seulement à 100 000 migrants qui venaient, il leur reprochait non pas leur qualification, non pas ce qu'ils allaient faire dans le pays, mais il leur reprochait leur origine et leur race. Parce qu'il a théorisé cela. Et en quoi théoriser l'infériorité d'une race par rapport à une autre serait visionnaire. Et c'est en ça que notre seul combat par rapport à Jean-Marie Le Pen, il doit être là. Pas dans le fait de dire que potentiellement, comme vous l'avez dit, la question migratoire est confisquée, est devenue une sorte de tabou. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut encore tolérer dans notre pays des gens qui, comme lui, faisaient des classements inférieurs et supérieurs dans les races. Et donc c'est en ça que c'était non seulement pas un visionnaire, mais quelqu'un qui avait une approche qui était digne du début du XXe siècle, dans les pires pamphlets de darwinistes, vous savez, une forme d'animalisation des rapports humains. Et il a posé, parce qu'il en vient, il a posé, en venant du poujadisme, la logique anti-système, la logique anti-élite, les connivences politico-médiatiques, comme il disait, avec évidemment tous les accessoires liés donc aux francs-maçons, aux juifs et tout ce complotisme-là. Et en cela, c'était quelque chose effectivement, peut-être pas visionnaire, mais en tout cas à l'avant-garde de ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme. Donc cette matrice-là, il a contribué à la faire prospérer. C'est la raison pour laquelle il ne s'est jamais déjugé de ces propos qualifiés de dérapage ou d'outrance ou de volonté de provoquer, parce qu'il avait décidé qu'il serait le paria, le provocateur de la vie politique française, parce que c'est sa manière d'exister, et c'est aussi, au fond, il avait bien compris que c'était le seul terrain qu'on lui avait assigné et dont il ne devait pas dépasser des limites électorales. C'est fini pour aujourd'hui, et là c'était passionnant. Merci à vous et on se retrouve demain pour d'autres débats. Merci. C'est Jean-Jacques Bourdin. Je vous souhaite une excellente année.